Comment est-ce qu'on peut être noir comme ça et être né en France? Au pays, on croyait que les nègres qui naissent en France sont moins noirs que nous. Ben, à quoi ça sert d'affronter l'hiver et la neige? Bon, il se trouve que mon ex, elle est née toute noiraude comme ça. Mon ex, je l'avais surnommé couleur d'origine. Mes potes houspillaient sa peau goudronnée. Et à part sa peau goudronnée, couleur d'origine avait un attribut imparable. Son derrière bougeait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pas donné à n'importe quel derrière, hein. Un derrière à vitesse automatique. J'étais heureux. J'avais trouvé chez Couleur d'origine le derrière de mes rêves. Et j'étais fier comme un taban. Il n'y avait rien à dire sur la face B de Couleur d'origine. La plupart de mes potes m'appellent fessologue. La manie de chasser du regard les chutes des reins des passantes et de me livrer par la suite à des analyses très poussées. Mon pote Pierrot Leblanc du Petit Congo, à chaque fois quand il a une nouvelle copine, il vient me souffler à l'oreille de bien mater la crête iliaque et les tissus musculo-adipeux de sa nouvelle copine. Ah oui, mon pote Pierrot Leblanc du Petit Congo ne veut pas faire fausse route, tomber sur une capricieuse à cause d'une histoire de derrière mal fagotée. Il y a des derrières, dès que tu les vois remuer, tu es carrément déçu. Tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment un derrière que tu vois là? Parce qu'il n'a pas de gueule. Parce qu'il va à gauche, il ne va jamais à droite. Comme s'il y avait un danger de ce côté-là, qu'il revient brusquement au point de départ et qu'il s'immobilise et qu'il s'aplatit sans élégance. Il en va ainsi d'une fille angoissée. Il y a un autre type de derrière. Leur problème à eux, c'est qu'ils remuent trop vite, de haut en bas, comme des marouillards très fâchés. Et si tu discutes avec une fille qui coltine de tels tissus musculo-adipeux, tu verras qu'elle est agressive pour un rien, qu'elle te fixe de faux rendez-vous à la Fontaine Saint-Michel et qu'elle te quitte en t'envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a d'autres derrière. C'est pire. Ils ne remuent que par à-coups. Ils sont épileptiques. Ils tremblotent puis ils calent. Ce sont des derrières à vitesse manuelle. Et en général, ils sont tout plats comme une autoroute qu'on vient de construire. C'est sans doute Couleur d'origine qui a accru mon obsession pour les derrières. Même aujourd'hui, hein, quand je marche dans la rue, je regarde avec obsession. Et attention, les derrières des filles, dans l'espoir de voir si Dieu en avait fabriqué un autre de ce gabarit et de cette souplesse-là. J'en suis arrivé à la conclusion que les œuvres d'art sont uniques, inimitables, et surtout si l'artiste en question est Dieu en personne. J'ai vu Couleur d'origine pour la première fois en face du Gypse, un bar afro-cubain près des Halles, dans le 1er arrondissement. À l'époque, Couleur d'origine travaillait dans une boutique de sous-vêtements féminins, le Vogue à l'âme. Le Vogue à l'âme qui exposait des strings jusque dans la rue, ce qui aurait choqué notre arabe du coin. Ce premier jour où j'ai fait la connaissance de Couleur d'origine, j'étais bien sapé, mes Weston aux pieds, un costume Valentino Homo sur mesure, et dès que Couleur d'origine apparaissait devant le Vogue à l'âme, j'interrompais ma conversation avec mes potes, j'abandonnais mon verre de Belfort et je me ruais vers elle. Je m'arrangeais toujours pour porter mes costumes les plus chics, rien que pour la séduire, et ça lui plaisait. Elle disait que j'étais un vrai Congolais des pieds à la tête. Et quand elle disait ça, elle désignait ma cravate et mes Weston. Ah oui, moi je ne rigole pas avec l'habillement. C'est pour maintenir la pression, comme on dit, dans notre milieu de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. La SAP est une invention de chez nous. La SAP est née dans le quartier Bakongo à Brazzaville. La SAP, mais c'est nous qui avons exporté la SAP à Paris. Paris, la ville lumière.
heureux de vous retrouver pour la suite de notre journée après le texte d'Alain Mabanckou. Voici donc l'auteur de Black Bazar, texte joué ici par Modeste N. Zapassara. C'était une surprise finalement, la première fois où on a joué votre texte, c'est pas ici, mais ça a déjà un petit bout de temps, de voir que votre texte écrit passait très bien à l'oral, passait très bien sur scène. J'ai vu plusieurs fois déjà, et ça fait au moins 2 à 3 ans qu'il a fait ce spectacle. On l'a fait jouer un peu partout, jusqu'en Afrique. Il est même venu jouer à Los Angeles. Parce que vous enseignez à l'université de Los Angeles. Donc il est venu jouer au théâtre de la ville de Los Angeles. C'était une belle prestation, puisqu'en Californie, il y a beaucoup de francophones et de francophiles, ceux qui aiment la langue française. C'était bien de voir qu'on venait jouer une pièce dans la langue de Molière et Kourouma, il faut ajouter, et dans une ville qui parle plutôt anglais. Et revenir jouer à Rennes, c'est très intéressant aussi, puisqu'on sait que j'ai fait les études pas très loin. À Nantes. C'est vrai que c'était à Nantes, et donc on venait souvent faire la Java à Rennes ici, puisqu'il y avait plus de possibilités à Rennes qu'à Nantes. Voilà, donc même si à Nantes, mais bon... À Nantes, non, mais à Rennes, c'est plus festif. À Nantes, une fois qu'on a fait la place de commerce, il n'y a plus rien. Or, ici à Rennes, il y avait toujours des Congolais qui organisaient des fêtes, même en milieu de semaine. C'est ça qui est très bien. Donc, c'est pour ça que c'était pour moi intéressant qu'ils viennent ici, au Champ Libre, qui est devenu un peu notre maison, puisque... C'était déjà l'an dernier, et l'an dernier, d'ailleurs, vous aviez soigné votre entrée en scène par ce que l'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre spectacle qui, lui, est musical. Hein. C'est le groupe Black Bazar, qui est un ensemble de musiciens que j'ai réunis pour un peu revigorer la rumba congolaise. Et donc, c'est bien que ça puisse accompagner parfois la pièce, et que je trouve même que Modeste devrait jouer dans le film, puisque les droits de Black Bazar ont été achetés par l'actrice France Zobda, qui avait joué Les Caprices d'un fleuve. Donc, comme elle est productrice avec son mari, donc il travaille dessus, et moi j'écris des dialogues. Donc, il y a une réécriture. Ça, c'est dans le roman, mais dans le film, il y a des choses qu'il faut parfois rajouter, des scènes, des personnages qu'il faut développer, des dialogues qu'il faut concocter. Donc, peut-être que dans le casting, on essaiera un peu de bousculer Modeste, mais nous sommes en train d'y travailler. Une question aussi anecdotique, mais pas seulement, parce que d'après ce que vous venez de dire, donc vos textes vivent très bien à l'oral. Est-ce que depuis le spectacle, depuis le concert, et puis donc depuis l'écriture de ce film, est-ce que par exemple dans Lumière de Pointe-Noire, vous semblez avoir une écriture beaucoup plus orale qu'écrite? Mes textes, pour la plupart, sont dictés par une certaine oralité. Parce qu'avant d'écrire, j'aime toujours entendre. C'est toujours important d'entendre avant d'écrire. Moi, je n'aime pas trop me fier simplement à ce que voient les yeux ou quelque chose, un ordre déjà préétabli. Et donc, du coup, peut-être aussi c'est la pratique de la poésie. J'ai commencé par la poésie. En poésie, il faut entendre cette petite voix qui vous murmure quelque chose. Et en l'occurrence, que ce soit Mémoire de Porc-Épic, Vers cassé, Black Bazar, c'est des textes oraux qui sont déjà de l'ordre du théâtre. Un jour, quelqu'un m'a dit « Oui, mais c'est pas possible, si vous pouvez écrire pour le théâtre. » Je lui ai dit « Mais c'est parce que vous m'avez jamais lu, parce que je peux pas réécrire, puisque mes livres sont des romans, mais il y a déjà des indications pratiquement scéniques, des échanges entre personnages qui relèvent du dialogue. Dans Lumière de Pointe-Noire, ça dépend, hein, si... le livre est divisé en 25 chapitres. Voilà, je vais juste... Donc, voilà. C'est de cela principalement dont on va parler. Voilà. C'est donc votre retour chez vous, enfin la ville en tous les cas dans laquelle vous avez grandi, Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo-Brazzaville. C'est une cité portuaire située tout au sud. Et ce livre débute par une phrase assez
terrible, si je puis me permettre, Alain Mabankou, puisqu'en fait, vous êtes parvenu pendant 23 ans à Pointe-Noire, ni pour l'enterrement de votre mère, ni pour le décès de votre père adoptif, et vous commencez ce livre par « J'ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie ». Est-ce que vous êtes retourné d'abord à Pointe-Noire, donc en répondant positivement à une invitation du directeur de l'Institut français, mais est-ce que vous êtes revenu aussi pour faire correspondre finalement la réalité à votre écrit? Parce que vous, du coup, vous viviez dans une sorte où vous faisiez croire aux autres qu'il y avait une fiction autour de votre famille. Oui, il y a aussi l'envie de solder les comptes. Il faut toujours aller vérifier de temps à autre ce qu'il y a dans les vestiaires de l'enfance, ce qu'on peut trouver encore à l'intérieur. C'est bien parfois d'écrire au-dessus de la chapelle, mais de temps en temps, il faut redescendre dans le sous-sol, voir si les fondements sont encore là. Est-ce qu'il ne faut pas visser certaines planches pour que ça tienne pendant longtemps? Est-ce que vraiment la maison n'est pas en train de s'effondrer avec l'usure du temps? Donc il y a cela, mais il reste que je retardais ce retour et que l'invitation de l'Institut français était une sorte presque d'alibi. Au moins je savais que je n'ai pas dit à mes souvenirs « attention, j'arrive pour vous vérifier ». J'ai plutôt presque menti à mes souvenirs en disant « c'est pas vous que je viens déranger, je passe mon chemin, je vais discuter avec les lecteurs ». Et ailleurs, parce que vous êtes aussi de l'Institut français qui est dans un autre quartier que celui dans lequel vous avez vécu et celui dans lequel se trouve encore votre famille. C'est-à-dire l'Institut français, c'est au centre-ville. Mais il n'en reste pas moins que c'est là aussi que je suis allé apprendre la littérature. La scène que j'explique dans Lumière de Pointe-Noire, vous savez, quand j'ai appris à lire, les auteurs, moi je les lisais par ordre alphabétique. Tous les auteurs d'abord, finir tous les auteurs dont le nom commence par A, puis passer à ceux qui sont dans B, les Boris, les Boileau, tout ça là, puis C, les Camus, ainsi de suite. Évidemment, je n'étais pas arrivé jusqu'à la lettre Z, c'était X, Y, W, Z, et je me suis dit, forcément, peut-être que la lecture, c'est une question d'ordre aussi. Et tout le monde passait la même chose dans ma génération. On ne se risquait pas d'aller vers les Z alors qu'on n'a pas fini les autres. On se disait, mais le bibliothécaire n'est pas un imbécile pour ranger les livres. Sinon, il allait les mettre dans les désordres. Et pour respecter son travail, commençons par lire par là. Donc, il y avait toujours un embouteillage vers les A et les B et un certain vide du côté des auteurs. La poussière sur les... Les pauvres Zola, il n'avait personne derrière là-bas. Mais par contre, je l'explique aussi, pour draguer les filles, il fallait prendre Zola, faire semblant de l'avoir sous les aisselles et passer à côté de la fille qui vous regardait. « Ah, vous avez lu Zola ?» Oui, donc dans ce sens. Et peut-être même que retourner écrire ce livre dans cette bibliothèque, puisque c'est là que je vivais, au premier étage. C'était pas loin dans la salle. Et c'est là que j'ai écrit ce livre. Sauf que quand je suis rentré, bon, il y a eu quelques travaux. Les livres sont toujours par ordre alphabétique. J'occupe la lettre M, donc en général. C'est bizarre parce que j'étais le premier dans les lettres M, puisque M-A. Donc c'est difficile de faire M quelque chose. Voilà, M-E. Donc M-A, forcément, j'étais le premier des M. Donc l'emplacement faisait que j'étais au milieu. Et dans la scène, effectivement, que je raconte dans Lumière de Pointe-Noire, c'est que quand j'étais arrivé, évidemment, à Nantes, et que, bon, je croise des amis français au Resto U, puis je vais chez eux. Et il y avait cette émission de Bernard Pivot qui se passait à l'époque, Apostrophe. Et je vois qui parle, c'était Jean Dutour. Il était en train de parler. Et les amis français étaient là. J'ai dit aux amis français, mais je connais Jean Dutour, je l'ai déjà lu. Et eux, ils étaient là, quoi, Dutour est au programme chez nous? J'ai dit non, il est très bien placé. Et voilà. Et ils n'ont pas compris ce que je voulais dire par là, évidemment. C'était pas qualitatif, voilà, mais c'était par ordre alphabétique. Il est très bien alphabétique. placé puisque c'est la lettre D, donc c'était facile d'arriver. Il y a des chances d'y arriver, ouais. Voilà.
Mais parce que vous l'écrivez aussi dans Lumière de Pointe-Noire, le Congo-Brazzaville est un pays de littérature. Le directeur de l'Institut français vous dit que tout le monde est poète là-bas. Vous repartez avec un sac entier de manuscrits publiés à compte d'auteur. Vous rencontrez des apprentis écrivains pour avoir des conseils. Il y a un véritable goût pour la littérature au Congo. Ah oui, au Congo, la littérature, c'est un sport national. Tout le monde a toujours un manuscrit. Bon, je sais qu'en France aussi, mais au Congo, c'est plus. Au Congo, on est 3-4 millions. On est 4 millions d'écrivains aussi. C'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, il y a des gens, ils viennent me dire « Bonjour, chers confrères ». Je dis « Ah bon, est-ce qu'on peut s'échanger les livres ?» Non, pour l'instant, j'ai des manuscrits, mais j'ai déjà dans mon œuvre, puisqu'ils parlent toujours de leur œuvre avant de l'avoir publiée, mon œuvre contre ceci, cela. Tout le monde est écrivain, y compris le président de la République. Il écrit ses mémoires et puis il veut être dans l'histoire de la littérature congolaise parce que c'est une histoire belle, prestigieuse, avec des grands auteurs. Sauf que lui, il a peu de chance d'être lu parce que c'est comme Denis Sassou Nguesso, donc c'est oui, la lettre S. Disons qu'il peut être lu parce que dès qu'il y a les faillots, donc il y en a. Parce que les gens, quand ils viennent dans la dédicace du président de la République, pour les pâtés, ils achètent 50 exemplaires. Donc, oui, parfois, la dédicace, il y a 30 personnes, mais chacun a pris 100 exemplaires. Donc, vous voyez, tout de suite, ça monte très vite. Donc, il y a ce sport qui est là, et puis le fait qu'il y a un respect pour la poésie, pour le théâtre. C'est un pays de poésie, de théâtre et de romans. Je veux dire que chez nous, un footballeur ne fait pas le poids devant un écrivain. Alors qu'ici, tout le monde court après les footballeurs, mais là-bas, si on dit il y a un footballeur et un écrivain, les jeunes, ils courent vers l'écrivain. Je crois que Francis Le Hérissé, qui est dans la salle, pourrait témoigner, le plus congolais des Bretons. Il est quelque part, voilà, il est de l'autre côté. Francis, qui m'avait déjà fait le premier voyage au Congo à cette époque, il y a une intensité. C'est-à-dire que même le gouvernement, le président de la République et autres, ils ont une jalousie absolue à l'égard des écrivains. Il dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas au gouvernement, mais on vous respecte. Parce qu'il croit forcément que pour être respecté, il faut intimider par le biais de la gouvernance. Et ça, je suis fier du Congo-Brazzaville pour ça. Parce que c'est un pays de littérature, c'est un pays de l'oralité, c'est un des bastions de la langue française. C'est-à-dire qu'ils sont impitoyables quand vous ne maniez pas la langue française. Vous l'écriviez aussi dans le livre de Pointe-Noire, mais je crois que c'était aussi dans un précédent livre. C'est-à-dire quand vous arrivez en France, que vous saviez maîtriser l'imparfait du subjonctif, évidemment déjà, vous battiez tous les Français là. Ben, on était quand même un peu déçus. C'est comme si on avait placé le rêve en se disant, bon, puisqu'on parle très bien la langue française, quand on arrive là-bas, bon, c'est bien. Mais on arrive dans le pays, entre étudiants, on se rend compte que leur langue française n'était pas notre langue française. Et qu'eux, ils passaient le temps à se moquer de nous parce qu'on prenait le temps de bien décortiquer les mots, de bien utiliser ceux qui étaient dans les dictionnaires, mais qui n'étaient plus utilisés dans la langue courante. Et donc, du coup, nous passions pour des reliques. Donc ça faisait plus rire. Bon, il y avait quelques filles nostalgiques qui nous suivaient en disant « Vraiment, je suis émerveillé ». Mais en général, les hommes, pour nous, un peu, nous écarter de la course dans la drague, ils disaient « Mais ne discutez pas, ils parlent comme dans les livres, ça ne sert à rien ». Mais au bout d'un moment, je pense que la meilleure façon de trouver pour un écrivain sa langue dans l'écriture, c'est d'abord de bien parler cette langue, d'en connaître les règles, et après de faire ce qu'on veut. Parce qu'en général, moi je veux bien que quand vous brûlez les feux, que vous sachiez que ça peut me coûter ça. Et il y a une manière de le faire. Mais il est déplorable, par exemple, de voir que c'est ici qu'on devait défendre cette langue, mais elle n'a pas forcément défendue aussi bien par les institutions. Est-ce qu'il y a un programme concret, valide en France pour défendre la langue française? Zéro. Est-ce que, même dans les canaux, quand vous écoutez à la télévision, les gens,
ils utilisent le verbe intervenir sans savoir si je suis ou j'ai intervenu, je suis intervenu. On met les leurs avec S à tout moment sans savoir pourquoi on a mis. Les participes passés, voilà, avec l'auxiliaire, avoir personne n'en sait rien. Et ça passe comme ça. On déverse des mots, des termes qui ne sont plus valides. Alors que quand vous allez écouter des émissions, par exemple, radio, dans l'espace francophone, c'est de la jubilation. C'est de la beauté, c'est de la création. Et bien, c'est peut-être même le côté désespérant de la chose. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes en train de tuer la poule aux œufs d'or. Quand vous êtes revenu à Pointe-Noire, vous êtes revenu en tant qu'homme, en tant qu'écrivain aussi reconnu comme tel. Vous racontez à plusieurs moments des gens dans la rue, notamment quelqu'un dans un restaurant qui vous invite, pas parce que vous êtes Alain Mabanckou, mais parce que vous êtes Alain Mabanckou, écrivain reconnu. Les gens aussi, pas tous, mais en tout cas certains, compte sur vous pour raconter le Congo. Alors, vrai ou pas vrai, parce que lui vous raconte la guerre civile entre le Nord et le Sud, ce qui visiblement, cette histoire-là, ne convainc pas du tout les autres clients de ce restaurant. Mais on compte sur le rôle de l'écrivain. Il y a presque un rôle social pour porter, au-delà du Congo, la vérité du pays. Ah oui, ce qui fait que quand ils savent que vous êtes écrivain, chacun veut vous donner son histoire. C'est-à-dire que pendant que je vous tiens ici, vous n'allez pas partir comme ça, il faut m'écouter. Et moi, j'aime bien cela, écouter les gens. Il y en a qui vous diront, écoute, bon, moi, je voulais l'écrire moi-même, mais je n'ai pas le temps. Hein, donc voilà, donc tu vas m'écouter. Il y en a même qui sont terribles. Un jour, il vient me dire... Je crois que j'ai beaucoup d'histoires là. On peut signer un contrat pour partager l'argent. Donc, il voyait directement le côté... voilà. Donc, je vous les donnerai quand on aura signé un contrat. Je dis, mais ça ne se passe pas forcément comme ça. Ou l'expérience que j'ai de Lumière de Pointe-Noire, c'est que tous les personnages qui sont à l'intérieur sont fiers. Puisque je suis allé présenter le livre à Pointe-Noire le mois dernier, en avril. Et ils étaient tous là, hein, premier rang. C'est-à-dire que dès qu'on donnait le nom d'un personnage, on sentait que le concerné s'agitait pour qu'on sache que c'est lui. Hein, voilà. Donc il y avait... la salle était séparée entre ceux qui étaient dans le livre et ceux qui n'étaient pas. Mais la hargne la plus absolue que j'ai subie, c'était celle de ceux qui n'étaient pas dans le livre. Notamment un cousin un peu plus âgé, il est venu, il dit, oui, j'ai ouvert le livre, tu parles même de Grand Poupi. Franchement, Alain, moi, quand j'étais pris dans mes bras, Grand Poupi n'était même pas à Pointe-Noire. Tu le mets dans le livre, j'ai compté le nombre de pages. C'est beaucoup. En plus, on avait rajouté, parce que Grand Poupi, voilà. C'est le cousin de votre mère, il était déjà présent dans Black Bazar, voilà. Et d'ailleurs il vous dit dans Lumière de Pointe-Noire qu'il en est, il en est plutôt fier, même s'il considère que parce que vous avez écrit, finalement, il y a plein de jeunes qui viennent le voir pour avoir des conseils sur la drague. Oui, parce que lui c'est un personnage qui m'a marqué parce que il m'a appris l'éducation sentimentale, il m'a donné des cours de drague, parce que c'était pas évident, vous savez, vous avez 12-13 ans, vous êtes innocent et après vous commencez à comprendre que vous êtes un garçon et qu'il faut aller draguer les filles. Mais ça, c'est pas papa et maman en Afrique qui vous ont dit, bon, assois-toi là, ça commence comme ça. Donc, en France non plus, hein, c'est pas les parents. Ici quand même, il y a des émissions qui sont bizarres. Donc... Oui, mais attention, voilà, la télévision n'est pas à la réalité, parce que vous l'écrivez aussi à propos de Pointe-Noire et du Congo. Voilà, tout à fait. Mais donc là, moi, je voyais des gens quitter un quartier de plus de 10 km pour venir voir Grand Poupi, parce qu'il était le seul qui possédait le livre « Le parfait secrétaire », dans lequel il y avait, à la fin du livre, des textes pour baratiner les filles. Donc moi, je pense que... vivant avec un monument de la drague comme lui à côté, donc j'assistais comment on pouvait emballer une fille et puis il me disait reste là et regarde-moi faire. Donc, et moi je voyais de loin et ça marchait. Et une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait, il venait noter dans le carnet, voilà, bon Marceline, voilà, ok, ok. Donc, il y avait des ok, et puis parfois, il mettait en suspens. C'est-à-dire que la fille, j'ai dit, mais là, c'est en suspens. Elle dit, oui, bon, elle fait un peu des caprices, et puis, bon, je sais comment le faire. Donc, quand une fille faisait des caprices,
eh ben, il faisait le jeu du billard, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à draguer celle qui faisait des caprices, il allait draguer une moins belle, mais qui était l'amie de la belle. Et donc, ça créait une jalousie, une émulation. Tout de suite, la belle courait pour elle-même se dévouer. Voilà. Mais lui, donc, il est devenu un référent en cours de drague parce que vous l'avez écrit dans votre livre. Là, les personnages que vous avez écrits dans Lumière de Pointe-Noire, est-ce qu'il y a eu une certaine difficulté parfois à les écrire, justement à cause de ce qui s'est passé dans les précédents livres? Parce qu'on a raconté donc Grand Poupie, mais il y a aussi l'un de vos frères, Yaya Gaston, qui est lui qui était présent dans l'autre livre qui vous a ramené, mais là, dans vos souvenirs à Pointe-Noire, c'est Demain j'aurai 20 ans. Et lui, il dit qu'il est très célèbre parce que les gens le reconnaîtront même après sa mort. Il y a comme un rôle très important de l'écrivain quand vous vous emparez de personnages réels. Lui, c'était en juin, quand j'étais là-bas pour l'année dernière pour la conférence. Moi, je ne l'avais pas vu depuis plus de 25 ans. Donc, il arrive, je vois, il y avait au moins 600 personnes et quelqu'un se lève au milieu de la salle avec une combinaison orange d'Elf Aquitaine parce qu'il travaille au port de Pointe-Noire, dans la manutention. Et donc, comme il est devenu un peu alcoolique et autres, donc tous les jours, il porte cette combinaison, même en privé. Donc, il est dit chaussures de sécurité, combinaison orange, les lunettes noires à la Ray Charles. Et il faisait nuit, puisque la conférence il faisait nuit. Même pour marcher, il devait dire aux gens, écartez-vous, je ne vois rien, mais au lieu d'enlever les lunettes. Et donc, du coup, quelqu'un se lève, il dit, voilà, c'est moi, Yaya Gaston, qui se trouve dans Demain j'aurai 20 ans, vous devez m'écouter. Alors tout le monde a commencé à houspiller. C'est là qu'il a sorti la formule je suis le grand frère de cet écrivain, même mère, même père, même ventre. Alors là, j'avais rien compris. Parce que, alors, en plus, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Puisque, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que moi, j'ai trouvé que c'était... bon, Maman Martine, c'est ma deuxième mère. Donc, eux, ils étaient nés de l'autre côté, et moi, j'ai été adopté par celui qui est leur père. Mais ils pensaient qu'en disant aux Congolais que nous sommes de même mère, même père, même ventre, ça lui donnerait plus de proximité. Ce que j'avais trouvé quand même déplorable, puisque tous ceux qui étaient les 600 personnes, ils connaissent à peu près ma vie, ils savent un peu comment ça se passe. Donc, c'est ce mensonge, tout le monde a hurlé. Oh, donc, il s'est rassis finalement. Et après, je l'ai vu par la suite. Alors, dans Lumière de Pointe-Noire, je reviens sur les gens que vous retrouvez, qui vous racontent vos précédents livres, qui se retrouvent ou non. Et puis, il y en a un qui est très, très fier de vous. C'est votre professeur de philosophie que vous retrouvez dans votre école. Parce que lui, il a lu Mémoire de Porc-Épic et vous dit que c'est un livre philosophique et donc il attend la suite. Oui, c'est le prof, monsieur Nimble, on l'appelait. C'était les vrais profs de philosophie de l'époque. Puisque nous, il fallait nous enseigner plutôt la philosophie marxiste-léniniste. Mais lui, en cachette, il mettait le programme à côté et puis nous enseignait les Descartes, les Nietzsche, toute la philosophie vraiment considérée comme capitaliste au Congo et qui était interdite. Et quand je l'ai revu au lycée Karl Marx, ça m'a fait une émotion de le voir parce qu'il était notre modèle même. C'était le prof que je voulais être si je devais être professeur. Il avait le bonheur d'enseigner. La philosophie, ses cours, c'était... On s'est rué pour aller écouter ses cours parce qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait. Quand il enseignait des philosophies, pour nous, les histoires, par exemple, de Diogène, les cyniques, de ceux qui cherchent la vérité dans la journée, mais avec une lampe, ou qui dorment dans un baril. C'était ça, la philosophie pour nous, des petites anecdotes. Et lui-même, il était devenu le personnage de son propre cours, puisque on le voyait seul, avec une mallette, une barbichette, et il parlait dans la rue, tout seul. Et quand on l'arrêtait, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Ndimbono? Il disait toujours, il faut être sans cesse en dialogue avec les grands auteurs. Donc, il marchait comme ça, et il faisait semblant d'oublier sa mallette à l'abribus, et il partait. Et les oies, ils venaient prendre la mallette du philosophe pour la lui rendre. Et quand je suis allé le voir, et là, il est dans le livre, hein, avec sa photo. Deuxième, donc, je fais la présentation du livre, il était là. Il y avait une exposition de photos et je l'ai vu, il est arrivé toujours en cravate
Et puis il est venu me voir et il m'a dit, je suis maintenant à la retraite, mais je sais qu'il y a plusieurs façons de rentrer dans l'histoire. Celle-ci est la bonne, parce que je suis dedans. Donc il était tellement content, il a amené femmes, enfants, tout, regardez ma page, et donc il a ouvert le livre, tout, et il a voulu qu'on dédicace là où il y a sa photo, il dit, là, j'ai un problème, je dis, mais tiens, quel problème il a? Il dit, normalement j'ai pris ma retraite, mais là, comme vous me rendez célèbre, il faut que je révise. J'ai dit, mais vous allez réviser pourquoi? Oui, mais les journalistes vont venir peut-être. J'ai dit, non, soyez quand même modeste. Il est un peu prétentieux parce qu'il disait déjà dans Lumière de Pointe-Noire qu'après lui, il n'y avait plus de philosophie lui, au Congo. Mais il n'avait pas tort, puisque par la suite, le directeur de l'Institut va organiser en octobre les soirées philosophiques et on lui a confié la responsabilité. Donc il n'avait pas tort. Donc il va animer les soirées philosophiques tous les 15 jours à l'Institut français à Pointe-Noire. Pour lui, c'est de l'aubaine, puisqu'il va à la retraite avec une maigre retraite, mais au moins il saura que tous les mois, il a quelque chose qui tombe de l'Institut français. Donc ça ajoutera là, c'était le summum. Là, il a dit, bon, je crois que mon heure a sonné. Voilà. Comment vos livres sont accueillis au Congo? Vous avez parlé donc dans Lumière de Pointe-Noire, vous parlez des précédents livres. Là, vous venez de parler de la réception de Lumière de Pointe-Noire. Mais vous le dites aussi à un moment, c'est un pays pendant très longtemps, parce que notamment ça a été un régime communiste, l'individu, le jeu dans la littérature n'existait pas. Est-ce que ça a été facilement accepté de votre part? Ce n'était pas évident, puisque en général, dans notre littérature, surtout congolaise, il n'y a pas beaucoup de textes qui mettent en scène le côté intime d'une famille. Parce que c'est le Congo, parce que ça a été le Congo communiste, ou les deux? Parce que les deux aussi, le communisme, comme son nom l'indique, ne doit traiter que des choses communes, c'est-à-dire des causes qui sont au-delà de la réalité individuelle. Tandis que le capitaliste est considéré comme celui qui règle les problèmes de la société en prenant les individus, puis en les additionnant. Alors que dans le communisme, quand le président disait « je », il fallait entendre dans le jeu du président, nous sommes tous à l'intérieur. Et donc, le tout, c'est de refuser d'être avalé par le sens commun. On a toujours nié qu'il n'y avait pas d'individualisme en Afrique, ce qui est faux, puisqu'il y a quand même un poids de l'individu qui peut exister aussi. Une personne, parfois, soutient toute la famille. Donc, de la même manière, ce qui me fait plaisir, c'est que quand les Congolais ils lisent le livre, même si j'ai parlé de ma famille, ils ont l'impression que c'est leur propre famille, parce que ça épouse un peu la photographie familiale de cette époque-là et que ce n'est pas loin des réalités qu'ils ont vécues. Leur stupéfaction, c'est parfois de voir que j'ai encore gardé des détails de très près de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et je dis des grands cinémas comme le cinéma Rex. Un des lieux très importants des Pointes-Noires. Un des lieux importants des Pointes-Noires qui ne se trouvait dans aucun roman. Ça se trouve, c'est vrai, dans mes autres livres, les Black Bazaar, les Verres Cassés et autres, mais en tant que tel, des lieux comme le cinéma Rex, le Roy, même les quartiers 300, ça fait longtemps que j'en parle. Pour les Ponténégrins, les habitants de Pointe-Noire, c'est une aubaine. Moi, j'ai vu une Française que j'avais croisée. Oui, je dois voyager. On m'a dit, il faut lire Rivière de Pointe-Noire. J'ai dit, attention, ce n'est pas un livre de voyage. Parce qu'ils croyaient que, voilà, je vais donner les numéros de la rue. Il faut aller visiter tel endroit où il pleut, de l'autre côté. J'ai dit, voilà, dans l'atmosphère, peut-être de la ville, le côté, une histoire vraiment ancrée, oui, mais ce n'est pas un guide du routard écrit par un Congolais. Sinon, ça serait fait qu'on ne prenne pas cela comme un livre de voyage, mais comme un livre qui permet de saisir l'âme, peut-être de Pointe-Noire, qu'on ne pourra pas voir. Évidemment, si vous êtes européen, vous arrivez et que vous habitez dans le centre-ville, vous ne traversez jamais le fameux rond-point Kassai qui sépare le centre-ville et mène vers les quartiers populaires, parce que j'ai croisé
des Français là-bas avec lesquels j'ai discuté. Il dit, oui, mais j'ai jamais vu le quartier 300. J'ai dit, mais vous êtes là dans 15 minutes. Oui, mais on nous a dit, si on va là-bas, vous êtes agressé. J'ai dit, il faut arrêter d'écouter ce qui se dit dehors. Donc moi, j'ai amené le directeur de l'Institut. Le nouveau, il va partout. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il va tellement partout dans les quartiers populaires qu'il subit désormais la colère des autres compatriotes français qui sont là. Oui, c'est pas possible, tu vas manquer d'autorité si tu te mêles trop à la population. Donc il y a un discours qui était tel que ça m'avait choqué. C'est-à-dire, vous arrivez, vous habitez dans un pays, mais vous voulez garder les conditions françaises. Et puis vous nous reprochez, nous les Congolais, si on vient ici, qu'on garde les mœurs congolaises. Donc c'est ce que je leur disais. Imaginez les Congolais, les Centrafricains et autres, les Gabonais, ils viennent et ils refusent la manière de vivre en France et exportent les leurs. Vous allez crier dans les immeubles. C'est ça que vous faites. C'est-à-dire vous êtes gonflés de pestilence et de fatuité. Vous vous dites, bon, nous avons la civilisation la plus extrême, la plus belle, donc c'est à nous de l'imposer. À quoi ça sert de vivre 20 ans au Congo sans aller dans un quartier populaire, sans voir comment les gamins parfois gagnent de l'argent à pousser la voiture de certains explorateurs, entre guillemets, parce qu'il y a quand même quelques vrais Français, souvent des aventuriers qui arrivent et qui vont manger que dans les quartiers populaires, qui vont danser que dans les boîtes congolaises là-bas. Mais ceux-là, ils sont presque interdits d'aller du côté des Blancs. Et pourtant, ils sont blancs. Donc, les Blancs interdisent aux Blancs d'aller chez eux. Donc, ça reste toujours une ville qui est presque une sorte d'apartheid, mais dans un autre sens. Ça reste une ville coloniale avec d'un côté les Blancs et de l'autre les indigènes. Et c'est ça qui est déplorable, alors qu'un Blanc peut bien mener une vie fantastique au milieu de cette population qui n'a jamais agressé les étrangers. Parce que même quand il y a eu des guerres civiles, tout le monde savait que pour se cacher, il fallait aller se cacher chez les Français parce qu'on les attaque jamais. Pourquoi ils ne les attaquent pas? Parce qu'ils ne veulent pas hypothéquer leur possibilité un jour de venir en France. Et alors, donc ça aurait suffi. Quand je leur ai expliqué, ah bon, vous pensez? Ben, j'ai dit, mais c'est ça. Vous vous comportez comme si c'était une guerre civile en Côte d'Ivoire où on prend les Français en otage. Est-ce que dans l'histoire de la République du Congo, vous avez entendu des rapts de Français, des meurtres de Français? Zéro. Donc ça a suffi. Il dit oui, mais parce que avant de venir, on m'avait dit que, ben voilà, il faut aller vivre à l'intérieur. C'est le reproche que je fais à beaucoup d'Européens. Ils vivent 20 ans en Europe, en Afrique, et ils viennent me dire oui, j'ai fait 30 ans là-bas, mais il n'était pas dans le quartier. Francis, lui, quand il va dans les quartiers, c'est lui qui m'avait même, après quelque temps, c'est lui qui m'introduisait chez les Congolais. Les Congolais avaient même oublié que c'était un blanc, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, faites quand même attention, c'est un blanc. Il dit, non, lui, c'est pas un blanc, il mange tout, le manioc, le truc par terre, il va prendre l'eau dans le puits, il se balade avec tout le monde. Parfois, il faut aller les chercher au fin fond du quartier. C'est ça, vivre avec les populations, et c'est ce que nous devons faire. Est-ce que ça veut dire alors que vous êtes allé en mois de juin dernier pour écrire Lumière de Pointe-Noire, parce que vous êtes resté un mois là-bas, pour d'une certaine manière prolonger justement cela, enfin faire cela en prolongeant finalement l'un des vœux de votre père qui, vous lisez le journal, vous ouvrez au monde, et était désespéré justement de ne pas trouver la réalité du Congo dans ce que l'on pouvait connaître ailleurs. Est-ce qu'il y a eu la volonté de retrouver l'âme du Congo et de la faire connaître ailleurs ? Oui, il y a cette volonté aussi. Parfois, je le fais de façon naturelle, puisque chaque fois que je suis en train d'écrire, évidemment, ce qui me vient, c'est mon propre univers. C'est-à-dire que je ne peux parler que de ce que je sais, de ce que je maîtrise et de ce que je connais dans les deux sens. Et chaque fois qu'un écrivain écrit quelque chose, ben, il témoigne forcément de son environnement. Et il y a le fait aussi que je sais que la réalité congolaise est riche, multiple, et je voudrais qu'elle continue à transparaître à travers mes livres. Qu'est-ce qu'elle a changé? Parce que quand vous avez écrit Demain j'aurai 20 ans, alors certes vous racontiez une époque ancienne puisque c'était votre enfance, mais vous ne pouviez raconter, vous ne pouviez savoir à quel point le Congo avait changé en 23 ans. Oui, ça a beaucoup changé, mais il y a aussi le fait que
j'aimais documenter, je suivais les informations. Et le fait d'aller dans les pays limitrophes, je suis beaucoup allé au Cameroun, Mali, certains pays de l'Afrique centrale qui ont des univers très proches. Donc ça me permettait d'être en phase avec mon propre pays. Et donc quand je suis revenu, eh ben, je suis rentré peut-être, je ne reconnaissais pas certaines routes. Parce qu'après 23 ans, pour moi, là où il y avait de l'herbe, il y a maintenant des immeubles. Là où il n'y avait pas de goudron, il y a maintenant le goudron. Et ça avait beaucoup changé. Mais ce qui restait, c'est l'âme de cette ville que je pouvais sentir. Je pouvais sentir la ville, son cœur battre. Voilà. Avec les mêmes rêves aujourd'hui, pour les enfants d'aujourd'hui, que l'enfant que vous étiez à l'époque, parce que vous racontez cela par rapport à un Congolais, alors ça va rejoindre le spectacle joué par Modeste tout à l'heure, avec la volonté de s'habiller, enfin c'est la sape, hein, la volonté de très très bien s'habiller quand on revient au Congo, et puis un des personnages, vous dites, mais de toute façon quand il est en France, il ne s'habille pas comme ça, il y a la volonté de paraître, parce que la volonté de faire croire que l'on a réalisé un rêve qui est de venir en Europe. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, et notamment vos neveux qui sont aussi importants dans votre livre, rêvent à cela aussi? Ah oui, le rêve de la France est toujours là, puisque ça c'est le lien colonial aussi. Hein. Je veux dire que le rêve de certains pays africains anglophones, c'est d'aller en Angleterre. Le nôtre, c'est d'aller en France. Et que le Portugal, en ce moment, ils reviennent en Angola parce voilà. que ça va plus mal au Portugal. Voilà, tout à fait. Donc, il y a toujours ces rêves qui est là. On a beau leur expliquer que la France, c'est pas le Pérou, vous pouvez pas toujours de leur dire tous les Blancs ne sont pas riches, parce qu'on pense dans l'esprit que les Blancs sont tous riches. Hein, un peu comme... Les Africains courent ici en France aussi, parce que ça vous arrive aussi, on vous demande assez régulièrement de l'argent. Ben, ça arrive. Moi, je me rappelle, j'ai un ami russe qui habite maintenant à Pointe-Noire. La première fois, j'étais retourné à Brazzaville après 17 ans d'absence. J'arrive, cet ami russe, lui, il vivait là-bas depuis 1 an. Il était allé pour 1 mois, puis il est resté 1 an. Et j'arrive, il me dit, oui, voilà, je suis fauché. Si tu peux me prêter quelque chose, je te le rendrai à Paris. Donc il avait besoin, tout, voilà. Et puis on va dans une banque, je lui prête de l'argent. Et puis le soir, moi je me dis, tiens, je vais aller prendre un pot. Ça s'appelle le Ramdam, une des boîtes les plus huppées de Brazzaville. J'arrive, le Russe, il était là entouré de plus belles filles de Brazzaville. Hein. Il ne savait plus, il était tout rouge partout, voilà. Mais le problème, c'est qu'il avait fini tout l'argent qu'il avait. Donc j'arrive, oh mon ami et tout, voilà. Donc les filles étaient là, tout, venir lui demander l'argent. Il dit, mais non, mais demandez à celui-là. Donc les gens se tournent, il dit, moi comme je porte le jean, il me dit, mais c'est un noir, il n'a pas d'argent. Il dit non, c'est lui qui m'a prêté l'argent avec lequel on boit là. Et donc j'ai vu la meute des filles changer d'erreur et passer. Et le Russe est devenu tout seul là-bas de l'autre côté. J'ai dit, ben voilà un peu la conscience. Ils se disent toujours que non, voilà. La richesse c'est du côté de l'Occident, donc du blanc. Le pauvre blanc qui arrive là, il est obligé chaque fois d'aligner. C'est pour ça que quand ils vont dans un marché, eh ben, une banane qui coûtait 100 francs CFA, on va vendre ça à un blanc à 500. Et le blanc, il va faire le calcul par rapport à l'euro. Il dit, oh, mais c'est dérisoire. Il sort, mais il pouvait l'avoir encore plus bas. Donc, un blanc qui vit dans les quartiers populaires, que les indigènes, c'est le cas de le dire dans le bon sens, que les indigènes voient tous les jours, ils se disent, bon, celui-là, c'est un blanc, mais ce n'est pas un blanc comme les autres, il aura le prix des Congolais. Mais quand vous arrivez avec des chemises fleuries, des chapeaux en paille, plus le petit caniche, les 4x4 que vous laissez à côté, madame qui marche en dandinant comme un dindon, évidemment, on va vous donner le tarif le plus exorbitant. Voilà. Mais vous, quand vous étiez enfant, vous rêviez justement de cette vie-là, vous rêviez d'une vie en Europe. Alors, vous le rappeliez, hein, dans Demain j'aurai 20 ans, c'était un pays qui regardait plutôt vers Moscou que vers Paris. Vous êtes arrivé
plus tard en tant qu'étudiant à Nantes, mais vous racontez dans Lumière de Pointe-Noire que vous rêviez de partir. Alors il est vrai que l'endroit où était située l'école, c'était tentant, parce qu'il y avait l'océan à côté, donc tout est un imaginaire qui était là. Et puis vous vous réfugiez dans l'éducation, parce que d'abord c'était le moyen de vous émanciper de vos parents, et puis peut-être d'arranger un peu votre problème de taille, parce que vous dépassiez tout le monde d'une tête comme les redoublants. Ouais. Est-ce que quand vous étiez enfant, en regardant l'océan, vous regardiez une vie en Europe ensuite pour vous? Ah oui, j'avais ce rêve de voyager comme tous les gamins de cette époque. Et habitant pas loin de la mer, on voyait bien que les navires partaient, venaient. Donc ça nous donnait cette idée du voyage. Et comme une fois qu'on avait le bac, on était envoyé en Union soviétique, en Bulgarie, en Roumanie, puisqu'on avait des frères là-bas, hein. Le maréchal Tito, Ceausescu, c'était nos frères, tout ça là, voilà. Donc c'était à l'école, on était voilà les frères héroïques, combattants, tout. Quand on allait à l'école, on avait les pins avec la tête des Mao, de tout, hein, les Ceausescu, les Fidel Castro, on avait toute la panoplie de ces braves combattants qui luttaient pour les droits de l'homme. Et donc du coup, il y avait plus, quand il y avait 100, il y avait 200 étudiants, 200 élèves qui devaient voyager, il y avait au moins, disons, 180 qui partaient dans les pays frères. Et puis dans les 20 là, les 20 venaient en France. Mais pour être dans les 20, c'était pas donné. Puisque les 20, bon, ils vont quand même aller en France, c'est un autre niveau. Dans les pays frères, on redouble jamais. C'est-à-dire que vous venez dans une classe, les Russes, ils ont dit, bon, écoutez, ils vont faire leurs 4 ans, qu'ils aient des bonnes notes ou pas, ils vont partir. Donc voilà, que vous redoubliez, il n'y a pas de redoublement. Papa, ça revenait vite. On rentrait dans le parti, on était au gouvernement. Mais en France, comme c'était, voilà, c'était dur, les études, on savait qu'en retournant, on allait avoir des vrais métiers comme mon oncle qui était à la CFAO, la compagnie concessionnaire, les Bouygues de l'époque déjà, ça commençait déjà à pointer le nez. Donc on était dans les sociétés françaises où il y avait plus de pouvoir, peut-être d'argent. Et moi, je ne voulais pas aller justement en Union soviétique et je voulais être dans les 20 là, qui voyageaient dans ce sens. Mais pour cela, il ne fallait pas être très brillant dans les sciences, mathématiques, physique, chimie. Si vous êtes bien, vous allez en URSS, hein, parce que c'est là-bas, hein, les équations, tout. Et quand vous étiez littérature, géographie, tout le monde se moquait de vous. On dit, bon, on va les envoyer en France, là-bas. C'est le pays de Voltaire, voilà. Et puis, ils reviendront chômeurs. Donc, je m'étais arrangé pour être un élève faible en mathématiques, physique et chimie. Et j'ai encore un bulletin où le professeur de sciences, hein, quand j'étais en seconde, après, il fallait choisir la série A, c'est littéraire, C, c'était mathématiques, physique, et D, c'était généraliste. Donc, fallait, pour aller en France, éviter C et D. Mais tout le monde voulait faire C et D parce que c'est là qu'il y avait du travail. Et donc, moi, j'arrive, les cours de chimie, je les boycottais, de physique, je ne faisais pas bien, arithmétique, rien. Et comme j'avais de mauvaises notes là-bas, j'essayais de les compenser en histoire, en géographie. Et à la fin, le chef de l'orientation, qui pensait me punir, il dit, hein, vous n'irez pas à Moscou, vous allez voir ça. Et il s'assoit, il dit, élève nul en mathématiques, physique et chimie, je m'oppose qu'il aille faire ça à Moscou, dans les pays socialistes. Et moi, j'ai dit, merci, monsieur. Et il n'a pas compris pourquoi je l'ai remercié, parce qu'il venait de m'envoyer en France. Voilà. Voilà, vous êtes resté ensuite. Ce retour donc, au mois de juin pour écrire Lumière de Pointe-Noire, est-ce que ça a été pour vous l'occasion de revoir une partie du film de votre vie ? La question est un petit peu facile, mais ça me permet de parler de la dimension visuelle qu'il y a dans Lumière de Pointe-Noire, qui est très importante. Il y a beaucoup question du regard de votre mère. Tous les chapitres sont des titres de films ou de romans qui sont devenus des films. Vous avez parlé du Grand Rex tout à l'heure, cinéma important, sauf que quand vous êtes revenu à Pointe-Noire, il n'y a plus aucun cinéma. Ils sont tous habités maintenant par des églises, principalement des églises évangéliques, voilà, pentecôtistes. Est-ce que c'était l'occasion pour vous, voilà, de revoir tout le film, de vous remémorer des souvenirs ?
Oui, c'est pour ça que j'avais voulu une organisation formelle du livre sous forme presque de séquence de cinéma. Chaque chapitre est un titre de film, parce que ma grande nostalgie, c'est d'avoir vu cette salle de cinéma qui s'appelait le Rex. C'est là qu'on a connu Louis de Funès, c'est là qu'on a connu Bourvil. Donc pendant qu'on les voyait en France ici dans ces années 70, nous on les voyait là-bas. C'est là qu'on a connu les Clint Eastwood de l'époque du bon méchant truand avec les Lee Van Cleef. C'est là aussi qu'on a vu les films indiens, vous savez, qui duraient 3 heures. Hein. Et parfois, dans les 3 heures... Les films indiens, les films de Bollywood. Hein, des Bollywood, hein, certains disent hindou, mais moi je préfère indien, puisque hindi... donc du coup, il y avait ces films qui... On ne voyait pas le temps. Il y avait des films indiens qui duraient 4 heures, dont 2 heures de musique. Hein, parce qu'au bout d'un moment, la scène s'arrête et puis le personnage principal se met à danser dans un jardin de fleurs avec des colombes qui défilent. Et puis voilà, tous ceux qui sont dans le premier rang, les filles pleurent, les hommes pleurent. On sortait les yeux rouges là, gonflés parce qu'on avait pleuré. Parce qu'il y avait toujours l'histoire, voilà, le personnage principal qui est très bon, a été maltraité, on l'a emmené en enfer. Et c'est un enfant innocent qui va grandir tout au long du film pour aller le délivrer. Mais pour grandir dans un film, ça prenait du temps chez les Indiens. Hein, ici, tac, 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 non. On devait, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et le film fait grandir jusqu'à ce qu'il grandit, et puis il va le délivrer pour la ramener. Et les Louis de Funès, c'était la même chose. C'est-à-dire, nous, quand on voyait la tête de Louis de Funès, on était en ébullition. On sautait tout. Il y a des gens qui prenaient les surnoms. Bonjour, je m'appelle Louis de Funès. Parce qu'il y avait cet engouement. Il y avait M. Bourvil. M. Bourvil, il tenait un bar dans le quartier Rex. Dès qu'il avait vu la Grande Vadrouille, il a changé le nom de son établissement. Il a dit chez M. Bourvil. Donc tout le monde venait boire là-bas et c'était juste en face justement du cinéma. Donc pour moi, c'était une époque. Les Peur sur la ville de Jean-Paul Belmondo. Nous, on a commencé à monter sur les trains quand on avait vu Peur sur la ville, hein, quand Belmondo chassait Minos. Hein, donc il y avait sur le train, on dit on va faire comme Jean-Paul Belmondo. Donc voilà, les trains qui arrivaient à Pointe-Noire. Et puis nous, on allait au collège des Trois Glorieuses. C'est les jours de l'indépendance, 13, 14, 15 août 63. Donc les Trois Glorieuses, c'est le collège. Et il y avait un petit train que je raconte dans les livres qui s'appelait le TO, le train ouvrier. Donc c'était normalement pour les ouvriers de chemin de fer. Mais comme ça passait devant le collège, c'était quand même un crime que nous ne puissions pas le prendre. Donc on arrivait, on dit, bon, ils ne veulent pas de nous dedans, on va faire comme Jean-Paul Belmondo. Donc on voyageait en haut. Donc parfois on avait le contrôleur qui suivait les gens en haut, dire voilà, tout, voilà. Et donc ça nous a donné presque cet engouement. Et puis quand étaient arrivés les films de karaté faits par des Noirs, dont les acteurs étaient les Noirs, dont le plus connu, ça s'appelait les Démolisseurs. Hein, donc il y avait, à l'époque des Angela Davis, les coupes étaient à la Jackson 5, les pantalons pattes d'éléphant bien serrés, les chaussures salamandères à étage comme ça. Donc même quelqu'un qui avait 1m65 avait le privilège d'avoir 1m90, donc il se promenait avec les salamandères. Mais on a vu pour la première fois ces films de karaté avec les Jim Kelly, Jim Brown, Fred Williamson. Le scénario était nul, hein, puisque, première image, il y a une rue, et puis un monsieur qui passe, et puis un autre qui passe, par accident, il se bouscule, il dit « Pourquoi tu m'as bousculé ?» Et puis l'autre qui dit « Ma mère m'a donné le nom de démolisseur pour qu'on me respecte. » Et hop, ça commence à se battre. Voilà. Donc mais pour nous, c'était fort. Le scénario n'avait pas... Mais on avait là des personnages qui nous ressemblaient, qui faisaient du karaté. Et puis quand on avait vu le jeu de la mort avec Bruce Lee, là c'était le summum de voir Bruce Lee. Bruce Lee avait inventé, je crois que c'est c'est dans Lumière de Pointe-Noire. Bruce Lee avait inventé ce qu'on appelait le décollage. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous battre et tout d'un coup, vous poussez un cri et vous allez dans les airs et puis vous retombez pour continuer le combat. Et nous, on appelait ça au Congo le décollage.
Et au bout d'un moment, les clubs de karaté commençaient à proliférer. Donc, il y avait un club dont on disait que c'est là-bas où il y avait le secret du décollage. C'est-à-dire que vous payez votre argent et puis le maître vous apprend comment décoller. Mais pour nous, c'est bien. S'il y a un combat et que je vais m'échapper, je pousse un cri, je décolle jusque sur le toit et je vais dans un autre toit et puis je m'échappe. Et donc, moi, comme les autres, on est allé payer un maître là. On a donné, et puis pendant 2-3 jours, on attendait d'apprendre le décollage. Il nous faisait de l'exercice physique, les pompes, les trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment, on dit, mais on va décoller quand? Il dit, mais non. Et puis on a fait une sorte de grève syndicale. On dit, non, nous on veut décoller. Il dit, le gars dit, mais pourquoi vous voulez décoller maintenant? Oui, mais ça fait 3 jours qu'on est là. On fait que cogner sur un sac. Nous, on veut décoller parce que peut-être qu'il y aura la bagarre dans quelques jours. On dit, bon. Le gars, il dit, non, pour l'instant, si vous voulez décoller vite, il faut rajouter de l'argent. Donc, au bout d'un moment, on rajoutait. Et puis, un jour, voyant que notre patience commençait à s'émousser, il a formé une sorte de monticule là et il s'est mis en haut là et avec du sable en bas et une mousse, il a fait un saut, il est tombé sous la mousse, il dit voilà le décollage. Et voilà, vous pouvez le faire. Et évidemment, on n'a jamais décollé. Voilà. Alors, il y a un autre film qui est important dans votre... Alors, outre la dimension visuelle par les films, il y a aussi celle des photos, hein, parce que chaque chapitre se referme par une photo. Mais il y a un autre film aussi qui est important, c'est Le Château de ma mère, évidemment. Livre et film, parce qu'on a finalement assez peu parlé de vos parents. Pourtant, alors, ils ne sont pas présents dans tout le livre, mais alors votre mère, sa présence, en tous les cas, elle est là du début à la fin de ce livre. Et avec cette maison aussi qui a beaucoup changé, cette parcelle, alors elle était atypique, votre mère, puisqu'elle était propriétaire, très indépendante par rapport à votre père. Elle avait cette parcelle de 400 mètres carrés avec les maisons que vous appeliez les maisons en attendant dans ce régime communiste. Une maison que vous avez retrouvée telle qu'elle ou un petit peu grignotée, un peu transformée, parce que les voisins en ont profité après le décès pour avancer leur mur dans le jardin de votre mère. Oui, parce que c'est la parcelle, c'est là, mais comme la maison dans laquelle on vivait était en planche, elle est restée la même. C'est-à-dire que depuis plus de 40 ans, elle est restée telle qu'elle. Il y avait des gros trous, mon oncle vit à l'intérieur, et moi je la trouvais toute petite, on dirait une maison de pygmée, mais je la voyais grande quand j'étais tout petit. Et donc quand je suis reparti là-bas, ça m'a fait vraiment un autre effet de voir, j'ai dit mais je vivais là-dedans, effectivement. Donc mon oncle qui vit là-bas, moi je me suis dit que pour éviter maintenant que les voisins... Parce que chacun vient grignoter des mètres carrés dans notre parcelle. Ils ont transformé leur maison en bois, en maison en pierre, et en plus ils mettent le mur avec. Ils avancent au fur et à mesure. J'ai dit, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus la parcelle s'ils continuent à grignoter. Donc là, quand je suis retourné là, la maison en planche, comme je ne voulais pas la détruire, on a fait une sorte de réplique. Mais parce que je voulais qu'elle reste vraiment en planche, une sorte de réplique autour d'elle. Donc c'est une maison en planche maintenant neuve à l'intérieur tout autour. Et puis j'ai vu évidemment les autres là qui sont trop en train de s'avancer pour leur dire réfléchissez déjà parce que la gentillesse c'est bien, mais quand même là vous êtes en train d'abuser parce que... C'est compliqué de leur dire, hein, parce que à la fois ils n'ont pas détruit la maison, ils ont grappillé du terrain, voilà. Et en même temps ils ont fait en sorte qu'elle existe toujours aujourd'hui. Et ils ont fait qu'elles existent toujours, et puis c'est pas des gens à qui on va faire des procès comme en France. Oui, on va voir le cadastre, puis on va mesurer, ça va finir au tribunal. Non, on ne peut pas le faire. Puis c'est des gens qui vivent là depuis longtemps, c'est les familles qui se mélangent. Donc la seule chose, c'est de leur dire arrêtez de vous agrandir là, laissez-moi quand même ce qui reste là. Je sais que vous avez grignoté à côté. Donc le tout, c'est de voir les compensations. Puisque ça, j'ai vu que quand ils rentraient comme ça, ils laissaient une partie qui était de chez eux. Ils disent il n'y a pas de problème, nous on va faire ça et puis on va rentrer un peu chez vous. Au prorata de ce que vous avez grignoté ici. Donc ça, ils étaient même étonnés. Hein. Ils disent, mais il n'y a pas de problème, c'est nos parcelles, donc vous pouvez rentrer là. Voilà. Donc là-bas, on mettra, je ne sais pas, des toilettes communes ou quoi là. Comme ça, ils vont bien voir les marches militaires qui se feront là-bas. Mais sinon, je ne peux pas bousculer, amener
certaines justices européennes dans des rapports. Sinon, après, je mets en danger presque ceux qui sont là. Parce que quand il y a un problème, ils vont à la base. S'ils ont un problème, ils viennent chez nous. Et donc, tout d'un coup, vous leur dites, il faut casser ici. Pour casser, ça va leur coûter cher. Ils ne peuvent pas. Ils ont fait toute leur vie pour construire cette maison. Est-ce que là, Mabankou, vous avez écrit Lumière de Pointe-Noire pour faire un mémorial à votre mère, justement, parce que vous n'êtes pas retourné au moment où elle est décédée en 95. Est-ce que vous avez fait votre lieu pour elle et en même temps un lieu pour honorer vos racines? Ben, disons que au départ, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre sur ma mère. Mais bon, le livre de ma mère, ça a déjà été écrit par quelqu'un dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas avoir de problème. Albert Cohen. Hein. J'ai toujours voulu écrire un livre. Et puis je me suis dit, mais non, mais finalement, quand je pense à la ville de Pointe-Noire, c'est à ma mère que je pense. Donc c'est ce livre de Pointe-Noire que je voulais écrire par quelqu'un qui vient de Pointe-Noire et par quelqu'un qui a toujours aimé Pointe-Noire. C'est un livre qui doit apprendre à aimer une ville, quelle que soit ce qu'elle est. Et puis mon plus grand bonheur, c'est de voir que les Ponténégrins se retrouvent à l'intérieur de ce qui est là et que même certaines choses qu'ils trouvaient normales, ordinaires, ils savent maintenant que derrière chaque représentation physique, il y a toujours un symbole qui se cache. Juste avant les questions du public, un mot sur un autre livre que vous avez fait paraître un petit peu plus tôt au mois de septembre. Alors là, on change radicalement de genre, on retourne dans la fiction. C'est un polar, rien que le titre déjà promet, Tais-toi et meurs. Il est paru dans la collection Vendredi 13 des éditions La Branche. Alors c'est en plus un exercice de style, parce que c'est une collection qui vise à réunir 13 auteurs français très très différents pour écrire justement autour de cette date du Vendredi 13. Pour l'anecdote, on va dire aussi que c'est un livre qui passe rapidement par Rennes, ville où sont réfugiés le père, je crois, de l'un de vos personnages qui s'appelle Prosper. Alors vous, Vendredi 13, c'est le jour du malheur de votre personnage de Julien, parce que par hasard, il se trouve le témoin d'une défenestration et il se fait embarquer direction la prison de Fresnes. C'est un exercice de style pas forcément habituel pour vous, très plaisant à faire? Oui, c'était, puisque c'est la collection Vendredi 13 est destinée faire des livres qui vont être adaptés au cinéma, donc à la télévision ou au grand écran. Donc c'est pour ça la maison Édition de la Branche, c'est une maison de production même de films. Donc ils ont demandé à 13 auteurs d'écrire 13 histoires qui se passent le vendredi 13, dans toute liberté. Donc il y a Lou, il y a la clavetine, les chamoiseaux, le bordage. Voilà, bordage, tout. Donc pour moi, c'était à la fois un exercice et je savais que c'était destiné aussi à la télévision ou au grand écran. Donc il y a une prédisposition presque dans le côté du scénario. C'est pour ça que j'ai écrit cette histoire du milieu congolais à Paris. Hein. Donc, même si des fois ils doivent spécifier ce que ça veut dire être du Congo-Brazzaville et pas du Congo-Kinshasa. Voilà, du Congo-Kinshasa, qui est le grand Congo, et le petit Congo, le Congo-Brazzaville. Donc l'histoire de ce sapeur qui a été emprisonné à la suite de la défenestration d'une blonde dans le 18e arrondissement, et donc qui raconte les conditions dans lesquelles il a été justement arrêté et pourquoi il a été arrêté, quelle était la mission. Et comme il se trouve dans la prison avec un autre breton, Fabrice Lorient, un blanc qui est là, qui lui aussi ne veut pas raconter son histoire, il se regarde en chaîne de faïence. Donc on assiste un peu à la vie du Congolais, mais aussi de ces Français-là, dont la belle femme vient chaque fois lui rendre visite, alors que le Congolais n'a personne, jusqu'au jour où, du côté du Français, la très belle femme ne vient plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ça s'appelle donc Tais-toi et meurs. Je vais demander, pour les questions du public, à notre comédien Modeste Nzapasara de nous rejoindre sur la scène. On va le mettre bouger un petit peu. Oh, d'accord. C'est lui qui va trôner au milieu. Ah ouais. Et vous avez troqué la casquette pour le chapeau.
Une première question pour vous aussi, Modeste, puisque vous avez joué Black Bazar. Je ne sais pas si vous avez lu Lumière de Pointe-Noire, mais est-ce que du coup vous l'avez lu en imaginant qu'un jour peut-être vous auriez aussi à l'incarner sur scène? Je l'ai lu, il est magnifique. Je l'ai lu quand j'étais dans la Caraïbe, justement, il y a quelques semaines. C'était un livre magnifique. La plume est différente. Moi, ce que j'aime beaucoup chez mon alter ego, c'est comme ça que nous nous appelons en privé, et comme nous sommes entre nous en privé, on peut. Il ne fait jamais la même chose. Il peut parler parfois de la même chose, mais toujours de façon différente. Et ça me plaît beaucoup. Et donc, c'est un style totalement différent. Rien à voir avec Black Bazar, qui a aussi son rythme spécifique. Black Bazar, c'est le début du fleuve Congo. C'est tout le temps en mouvement, c'est remuant, le rythme est là, quoi, la cadence, les temps. Bref, rien à voir aussi avec Vercassé, qui a été publié avant Black Bazar. Donc voilà, et puis nous avons aussi un projet sur Vercassé qui est totalement différent. Vous ne vous quittez plus donc. Là, on va prendre donc à présent vos questions. Du coup, pour nos deux invités qui souhaitent poser une première question, nous avons plusieurs mains qui se lèvent. À gauche. Merci. Alors, je pense que l'acteur a bien joué son rôle. Le livre Lumière de Pointe-Noire est excellent. Je pense que beaucoup l'achèteront ici pour essayer de voir certaines similitudes entre les populations noires d'Afrique. Je reviens sur certains mots. D'abord, vous, le présentateur, vous dites le Congo communiste. Le Congo n'a jamais été communiste. Et il n'a jamais été, c'est la propagande de l'époque. C'était un pays socialiste. Le parti qui dirigeait le Congo s'appelait le Parti des travailleurs. Ça n'a jamais été appelé le Parti communiste du Congo. Jamais. Ça, c'est la mise au point. Deuxième, même dans les pays de l'Union soviétique, ils n'ont jamais atteint le niveau communiste. C'était des pays socialistes. Ce n'est pas parce que le pays est dirigé par un parti communiste qu'il est communiste. C'est cette mentalité qu'on a fait régner dans le monde capitaliste pour dénigrer le communisme. Parce qu'ici, à l'époque, on disait le communisme, c'est le cancer. Faire peur aux gens. C'est la mise au point. Deuxième mise au point, je pense que dans notre mentalité, les Noirs, je parle des Noirs sans connotation raciste, il faut bannir de notre langage le mot brousse. Le mot brousse vient de l'appellation par les explorateurs de cette expression. On est allé, on a rencontré des peuplades, même pas des peuples, des peuplades noires vivant dans la brousse. Vous prenez la définition du mot brousse, c'est mis contrée sauvage en dehors de toute civilisation. Or, la géographie, le progrès de l'ethnologie ont fait que, à cette époque, c'était les civilisations supérieures apportées par des Blancs. Il fallait civiliser les sauvages et des civilisations inférieures. Et on a un petit peu décolonisé les mentalités pour dire non, il n'existe que des civilisations différentes. Il n'y a pas de civilisation supérieure ni de civilisation inférieure. Oui. Je vais vous demander d'aller arriver à la fin, s'il vous plaît, à une question. Non. Pour que les autres puissent, dans la salle, aussi poser leurs questions. Il a employé un autre mot. On lui a dit, allez dans vous êtes pauvre là-bas. Non, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique regorge de richesses. Et donc, Black Bazar, justement, ce que Alain Mabankou clarifie d'ailleurs, je crois qu'il faut lire aussi, il faut voir le sous-texte, c'est que le personnage, par exemple, pour aborder dans le même sens que vous, monsieur, le personnage qu'on appelle Vessologue, il adopte la mentalité coloniale. C'est-à-dire qu'il parle comme le colon. Justement, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que cette façon d'imiter, parce que lui, dans cette histoire, il se plaint et il fait la même chose. C'est ça qu'il faut voir. Et d'ailleurs, il fait une allusion dans une scène avec son ex. Il exagère en parlant de voilà, il fait comme le colon. En même temps, il exagère parce que ça l'arrange, que
on va faire venir des compatriotes qui viennent de la brousse. Voilà. Et donc, parce qu'en employant le mot brousse, ça parle à sa copine et ça parle à cette mentalité-là. Vous n'avez pas tort. Mais justement, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ça et il y a une ouverture d'esprit. Quand on parle de ce personnage qui s'enferme pendant des années, qui, grâce à une rencontre, s'ouvre. L'ouverture. Moi, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'on prend au hasard une réplique, une phrase dans Black Bazar. Il utilise « En rentrant chez moi, j'ai trouvé la porte du studio à moitié ouverte. » Tout est dit. D'habitude, quand j'aime bien jouer sur ces préjugés, ces choses qui fâchent en général. Quand on lit certains de mes romans, il faut les lire dans un second degré. Si vous voyez même tous les discours, je peux utiliser un discours, par exemple, de colon, mais que je mets dans la tête d'un noir. C'est l'exemple de ce personnage de Black Bazar qui s'appelle Monsieur Hippocrate. Au début, on lit. Si on ne fait pas attention, c'est plus tard qu'on va se rendre. Mais c'est un noir qui parle comme s'il était un blanc. Pourtant, il est noir comme nous. Il dit oui, nous vous avons colonisé parce que lui, il est des Antilles. Hein. Parce que c'est des choses qui nous étaient arrivées parfois. J'ai subi parfois plus d'injustice et de racisme quand je me confrontais à ceux des Antilles ou du Maghreb. Où j'étais là, j'ai dit, mais si c'était un blanc, on allait dire c'est naturel. Mais là où j'arrive, l'exemple que j'avais écrit dans la revue Siècle 21, c'est que il y avait ces trois contrôleurs, j'étais étudiant à l'époque sans le sou, on volait tous dans le métro. 3 contrôleurs me poursuivaient. Dans les 3, il y avait un noir et puis 2 blancs. Ah bon, je ne sais pas si je courais très vite, mais les blancs, ils étaient fatigués. Mais les noirs, je ne l'ai jamais vu courir comme ça. Je cours, je me retourne, je sens son souffle. Je tourne comme ça, je sens son souffle. Au bout d'un moment, je tourne en rond, je rentre dans un sens interdit pour sortir. Là, je me retourne, il est devant moi. Donc, il connaissait tout. Il m'a plaqué en bas. Il m'a mené vers lui. Il dit, voilà, c'est vous qui faites honte à la race noire. Et puis, il me regarde. Il dit, je suis sûr que vous êtes... vous devez être un Guadeloupéen, parce que lui-même, il était martiniquais. Hein? Vous devez être un Guadeloupéen, parce que vous, les Guadeloupéens, vous vous comportez comme vos barbares de sauvages, les Africains. Donc, du coup, il a ajouté un autre problème de racisme, c'est-à-dire Martiniquais et Guadeloupéens ne s'entendent pas, parce que les Martiniquais poussent les Guadeloupéens vers l'Afrique, et les Guadeloupéens pensent que les Martiniquais sont vers les Blancs. Et donc, je me suis dit, mais dis donc, en une soirée, j'avais eu tout le problème. C'est pour ça que j'avais écrit un livre comme Le sanglot de l'homme noir, dans lequel, justement, je combats la plupart. Donc, c'est vrai que les mots, il faut utiliser brousse, colonisation et autres, dans le sens de l'humour. Parfois, même si on prend mes romans au premier degré, on va croire que je suis en train de légitimer, mais derrière, quand vous regardez, c'est plutôt même rire. Moi, je préfère même utiliser ces mots, et puis ça sonne bien brousse. Tu vois, il y a une sorte de signe mou à la fin, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire à l'intérieur? Moi, j'ai les scènes les plus extraordinaires que j'ai vécues en brousse, les scènes d'initiation, celles que j'explique avec mon oncle, ma tété, quand on va voir le double animal, où on voit qu'il n'y a aucune lumière, il n'y a que les anophèles ou je ne sais pas quoi, les animaux, les insectes lumineux là qui vous éclairent. Parce que ne mettez pas une torche, parce que quand vous mettez un peu de lumière, toutes les bêtes sauvages se ruent sur vous, les serpents à sonnette, s'il y en a des trucs qui viennent vers vous, il faut être tout discret à l'intérieur. Mais c'est ça peut-être aussi pour moi la brousse, parce que si on gratte bien en Europe aussi, il y a des brousses. Hein. Il y en a partout. Bon, entre la cambrousse et la brousse, c'est une histoire de 3 lettres avant. Hein. Voilà. Merci. Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup, doyen, pour ça. Et on va prendre une nouvelle question. J'ai lu Demain j'aurai 20 ans, et puis j'ai lu quelques temps après Lumière de Pointe-Noire. Et donc, il y a un personnage que vous avez évoqué, Yaya Gaston, votre demi-frère. Et il y a un autre personnage
qu'on trouve dans Lumière de Pointe-Noire, qui est aussi une de vos demi-sœurs, dans une scène où ils essayent quasiment de vous racketter. Oui, Georgette. Et donc, comment vous avez vécu ces personnages par rapport aux souvenirs que vous aviez dans votre enfance et ce changement pour ces personnages qui vous étaient familiers? Oui, c'était terrible parce que en arrivant sur place, j'avais Yaya Gaston qui était déchu, qui était devenu alcoolique, parlait beaucoup. Et puis, la petite sœur, donc sa petite sœur, donc ma grande sœur par ricochet, et Georgette, qui, elle, voulait rester jeune, s'éteignait les cheveux pour qu'on ne voit pas qu'il y a quelques cheveux gris qui étaient là, se blanchissait la peau parce qu'elle ne supportait pas la couleur noire, et puis sortait avec les gamins de 18-19 ans pour rester toujours à côté de la mode. Et c'est elle qui est venue presque pour le racket. Elle est venue, elle a dit oui, tu n'as pas assisté aux funérailles de papa, donc avant de partir, il faut que tu rembourses tous les frais des funérailles, donc il fallait que je rembourse tout. Et puis il a amené ce cousin, un prétendu cousin que je voyais qui devait avoir 26-27 ans. Voilà, le jeune homme que tu vois là, c'est le cousin de papa. Alors donc si papa avait été en vie et que tu étais revenu, tu aurais pu lui laisser de l'argent, mais comme il n'est plus en vie, tu le laisses à ce cousin. Donc je voyais bien que l'argent allait transiter par le cousin, puis revenir dans la besace de ma sœur Georgette. Et ça m'avait choqué parce que à partir de là, j'avais vu qu'elle et moi, les rapports étaient terminés. C'est pour ça que la peinture que je fais d'elle est très grave. Moi, j'ai vu des gens à Pointe-Noire qui disaient « Oui, mais quand Georgette va lire ce chapitre, je lui dis « Ne vous en faites pas, elle l'a lu et elle sait de quoi je parle. » C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Bonsoir. Bonsoir. L'histoire que vous venez de raconter à propos du métro, elle se trouve dans Tais-toi et meurs, il me semble. Je l'ai reprise dans Tais-toi et meurs pour la cristalliser. Oui. Voilà, donc c'est une histoire que vous avez vécue dans votre jeunesse? Non, en France quand j'étais venu. Oui, mais donc il y a quelques années. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, non, je dis pas que vous êtes vieux, mais... donc comment vous faites, c'est des histoires qui vous ont marqué au point de rester ancrées dans la mémoire, ou c'est en tant qu'écrivain des petites notes que vous prenez à droite à gauche et que vous ressortez en se disant tiens, ça rentrerait bien dans tel cadre de tel bouquin? Non, en général, je les garde dans la tête parce que moi, je ne sais pas prendre des notes. Après, je les oublie toujours. Je voyage, je déménage, je perds toujours les choses. Même les ordinateurs, je n'y crois pas. J'essaie de faire confiance à la mémoire. Donc, ça, par exemple, quand... pourtant, j'étais arrivé en France, je vivais à Nantes, et puis j'ai quitté Nantes pour habiter à Paris. Et à Paris, c'est forcément plus cher. Le logement plus cher, le transport. Et puis, je vivais avec certains Congolais qui me disaient « Pourquoi tu vas payer le métro ? Ils n'ont qu'à nous rembourser la dette coloniale. » Donc, il fallait qu'on fasse rembourser à la France tout et vite. Donc, voilà, il dit « Voilà, paye pas le métro. Voilà, va t'inscrire à la Sécu. » Donc, il y avait tout. Il y avait une liste... Quand on avait, bon, le métro, ça y est, je vole, là, on avait la liste. Et donc, du coup, j'ai eu cette première alerte qui s'est passée dans les couloirs de Montparnasse. Donc, chaque fois que je viens à Montparnasse, c'est cette idée qui venait là. Donc, j'avais écrit ça sous forme de nouvelle déjà, que j'avais publié dans la revue, comment ça va, 21 21, oui. La revue de Saint-Exupéry. C'est 21. 21. Qui était une très belle revue, d'ailleurs diffusée à plus de 50... C'est la revue la plus diffusée. Quand il m'avait dit, bon, j'ai dit, bon, j'ai raconté cette histoire à l'intérieur, puisqu'il demandait la première expérience d'immigration en France. Je l'avais raconté là-bas. Puis quand j'écrivais Tais-toi et meurs, ça me semblait logique de reprendre cette histoire et de l'inscrire dans cette sorte de trame que je faisais pour le roman. Mais je ne l'avais pas noté quelque part. Effectivement, quand on lit la scène, elle est complètement ahurissante, quoi, en fait. Enfin, elle est ahurissante. Ah oui, tout à fait. De bêtises générales, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment bizarre. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Moi, je pense que parfois, c'est mieux de garder à l'intérieur de la tête pour avoir la liberté de... Et vous m'avez gardé à l'intérieur de votre tête?
Vous m'avez gardé à l'intérieur de votre tête. Ah, ok. Rappelez-moi. Mois d'août, l'année dernière, vous m'avez couru après. Ah bon? Oula. Ah, mais vous avez oublié quelque chose. Oui. Ah, oui. J'ai oublié mon bouquin à votre stand. Voilà, tout à fait. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Alors, l'histoire, c'est quoi? Elle arrive pour voilà, elle arrive pour se faire signer un livre. Voilà, on discute. Voilà, signature. Boum, elle oublie son livre, elle s'en va. Et puis moi, je vois le nom. Je dis, mais c'est pas possible. Je prends le livre, je cours après elle. Et moi, j'entends Géraldine. Voilà. Dans J'ai dit, mais foule. Géraldine. Donc, elle se disait, oh là là, les écrivains, ils viennent me faire signer un livre, puis ils viennent me draguer. J'ai dit, non, vous avez oublié votre livre. Ah, voilà. Merci de voilà. Voilà, c'est Géraldine. Voilà, merci. Nous allons prendre une nouvelle question ou une nouvelle anecdote. Alors, tout en haut. Merci, Géraldine. Elle a bien mené ça comme un vrai écrivain. Voilà. C'est ça, l'écriture. Vous avez suspense. Oh, cette histoire, vous la gardez. Est-ce que vous m'avez gardé dans vos têtes? Et là, je me suis dit, ouh là là, d'habitude, quand je fais une bêtise, je m'en souviens. Là, je suis foutu. Ah là là. Tout en haut, donc. Oui, ma question, monsieur. Alors, bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, lorsque moi, je lis vos livres, j'en ai lu quelques-uns, je n'ai pas lu tous vos livres, mais moi, ce qui me frappe, c'est l'exotisme. Et je me dis, quand il écrit, il vise quel public? Juste aussi une anecdote. Pardon? Moi, j'ai vécu aussi un pays qui se disait socialiste. Mais moi, les films qu'on nous faisait passer chez nous, c'était des films algériens, des films africains. Et c'était une culture, cet aspect-là. Donc, de Funès, où nous, on ne connaissait pas. Mais moi, à une certaine époque, tous les films algériens, je les connaissais. Et c'était parce que c'était une vision du socialisme. Et moi, quand je lis aussi vos livres, on dirait il y a ici, il y a eu une hantise du communisme et du socialisme. Et moi, dans vos livres, je vois aussi un peu ça. Donc, c'est pas... ça m'a toujours un peu étonnée. Donc, mais moi, c'est plus... Pourquoi est-ce que c'est si exotique, vos livres? Pour une noire, vos livres sont très exotiques. Justement, qu'est-ce que vous entendez par exotisme? Comme ça, je vous réponds. On dirait qu'on est des spécimens. Ah bon, là, je ne sais pas comment je peux vous répondre. En tout cas, ce que je sais, c'est que lorsque j'écris le livre, ça vient de mes tripes et que je ne prends pas des gens pour des spécimens parce que, bon, écrire un livre, ce n'est pas se transformer en professeur de biologie dans lequel les personnages seraient des cobayes pour un laboratoire. Moi, je pense que l'exotisme, dans le sens où on l'entend. Juste 2 secondes. Oui. Quand je dis on est des spécimens, je ne pense pas à la biologie. Je pense à l'univers. C'est-à-dire? Vous décrivez un univers particulièrement exotique. Mais c'est le mot exotique que je voudrais que vous m'expliquiez, s'il vous plaît. Enfin, c'est tellement on est dans la caricature, quoi. Ah, ben là, c'est autre chose. Voilà, non, je ne pense pas à la biologie, les bonnes fesses de la dame, les pantalons très serrés. Non, c'était pas tout à fait ça. Mais on dirait des caricatures, quoi. Ah, ben là, c'est autre chose. J'ai mon avis de lecteur, parce que j'ai mon avis de lecteur. Moi, je suis né à Bangui. Rien à voir avec Pointe-Noire. Et quand j'ai lu pour la première fois Alain Mabankou, je retrouve des choses que moi j'ai vécues de mon enfance. Alors, je crois qu'Alain n'a jamais mis pied à Bangui non plus, mais je retrouve, il y a des points communs.
je pense que même en parlant de certains livres, on évoque la caricature. Ça n'existe pas, à mon sens, parce que j'ai creusé. Il arrive qu'il exagère, mais ce sont des choses qui sont juste vraies. C'est du vécu. Voilà. Donc quand on prend, même quand on prend le dernier, Lumière de Pointe-Noire, quand on évoque, tout à l'heure on en a parlé, le cinéma Rex, ça n'a rien d'exotique. Ce sont des choses qui ont existé, tout simplement. Mais ça paraît loin, parce que parfois on n'y croit pas. Peut-être que ce sont des choses incroyables, hein, on peut le dire, mais ça ne veut pas dire que c'est de la caricature. S'il faut ajouter, je ne suis pas contre... Quand j'ouvre par exemple le journal Le Monde, la première chose que je vois, c'est la caricature de Plantu. Ça me dit tout sur l'actualité. La caricature, c'est le trait forcé d'une réalité au point d'insister pour que ça marque quelqu'un. Et la caricature est une forme, d'ailleurs, de littérature utilisée par Ésope, La Fontaine, Birago Diop, tous les... Quand vous prenez Céline a fait de la caricature, si vous prenez Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, c'est de la caricature. Quand vous avez au milieu du livre des personnages qui sont maudits et qui commencent à faire des enfants avec des queues de cochons ou parfois des ongulés, nous sommes dans le point de la caricature. Le cahier d'un retour au pays natal, c'est de la caricature à l'excellence dans l'ordre de la poésie. Mais maintenant, si vous prenez par exemple caricature dans le sens où oui, vous nous décrivez comme nous ne sommes pas. Parce qu'en fait, c'est ça peut-être le fond de... Comme nous ne sommes pas, là, bon, ça dépend, c'est subjectif. Là, je ne peux pas vous dénier le droit de le dire. Mais seulement quand je prends un livre comme Black Bazar, quand je l'écris, je sais que l'amour que j'ai justement pour la caricature en tant que genre littéraire ferait que c'est ça qui me fait créer mes situations les plus rocambolesques, les plus humoristiques, tout en sachant que le lecteur qui est en train de lire mon livre est suffisamment habile et fin pour comprendre que là, nous sommes en train de décrire une situation. Enfin, la vie, ce n'est pas seulement des fesses qui roulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfois, ça ne roule pas. Mais le fait déjà qu'on puisse fixer ça sur l'heure, quand vous allez en Afrique, la première chose que l'homme africain de là-bas, à Brazzaville, au Congo, regarde chez la femme, c'est le derrière. Ce n'est pas la caricature. Et les femmes qui ont des derrières plats vivent un calvaire. C'est-à-dire que vous prenez votre... Vous allez à la maison, voilà, vous avez grandi, vous avez 22 ans, et puis vous voulez présenter une copine aux parents. Papa et maman viennent, ils entourent la copine, ils tournent, ils regardent. Après, ils disent à la fille, va attendre là-bas, ils viennent, mais mon fils, vraiment, tout ce qu'on a fait pour toi, tu amènes une fille, il n'y a rien derrière. Donc il y a ça, donc on aime dans ce côté. Et moi, je prends cette réalité que je peux juger ridicule, et bien je le transforme en élément de roman qui fera une cocasserie telle que ça pousse une répression sur le comportement qu'on appelle le côté face B. Et au Congo, et même dans la littérature africaine, tout est littérature, parce que la littérature, elle est dehors, la vie même dans une cité africaine, elle est caricaturale. Chacun joue un rôle, chacun veut être celui qu'il n'est pas en tant que tel. Alors, je ne suis pas partisan de cette littérature en costume, cravate et redingote qui passe bien. Moi, j'aime bien brutaliser les choses et peut-être même partir des sujets qui paraissent ordinaires, presque de la vie quotidienne, et puis les balancer comme ça avec une exagération. Quand vous écoutez un grand conte raconté par un grand orateur venu de l'ethnie Bembe, mais vous êtes subjugué. C'est quelqu'un qui peut vous prouver que la fourmi est plus grosse que l'éléphant, tel qu'il va décrire la fourmi. Pourtant, la fourmi est minuscule, mais les descriptions qu'il va donner de la chose la plus infinitésimale
vont dépasser les descriptions qu'on pourrait faire sur la chose physique la plus grandiose. Ça, c'est la puissance même peut-être du vocabulaire, de la parole et des situations. Mais pour le reste, bon, c'est la liberté du lecteur que je respecte, parce que sinon vous ne serez pas là, si c'était si bizarre comme ça. Si vous êtes là, c'est parce qu'on s'aime un peu quelque part. Mais voilà. Ce sera le mot de la fin. Alain Mabankou et Modeste Ndapassara, merci à tous les deux. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez le dédicacer pour mon épouse qui ne vous connaît pas encore? Ah bon, vous ne me connaissez pas. J'ai vu que vous avez lu. Hein. Oui, oui, moi je suis un beau fan. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci. Hein. Merci, au C'est revoir. moi. Au revoir. C'est moi qui Bonjour, je madame. m'appelle Noël, N-O-E-2-L-E. Ok.